Pour l'activité du cabinet et du collaborateur, les relations de travail doivent se poursuivre dans les meilleures conditions possibles. Le meilleur moyen de préparer son départ, c'est l'anticipation. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jeune avocat réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Lorsque l'on est avocat, mettre un terme à une relation de travail est une étape importante, qu'il s'agisse de changer de cabinet, de réorienter sa carrière ou de partir à la retraite. Comment aborder cette transition avec professionnalisme et sérénité ? C'est ce que nous allons voir dans ce 17e épisode avec Marie Lalanne, coprésidente de la commission Installation, Association et Développement de carrière de la FNUJA, et Achille Viano, ancien président de l'UJA de Lyon et ancien président de la commission Collaboration de la FNUJA. Commençons par la collaboration. Pourquoi un collaborateur libéral peut-il être amené à mettre fin à sa collaboration ? Bonjour. Effectivement, le contrat de collaboration, à la base, c'était un contrat qui était temporaire, qui était destiné aux jeunes confrères qui s'installaient pour soit développer leur clientèle et finir par s'installer, soit développer une clientèle et apporter la clientèle au cabinet et devenir associé. Ce contrat a un peu évolué au fil du temps et on se retrouve maintenant avec des collaborations qui peuvent se terminer soit par l'envie de partir dans un autre cabinet en tant que collaborateur, soit de s'associer au sein du cabinet ou dans une autre structure ou dans de rares cas pour prendre sa retraite. Lorsqu'un collaborateur annonce son départ au sein de son cabinet, quelles sont ses obligations ? Alors que la rupture du contrat de collaboration soit à l'initiative du collaborateur ou du collaborant, le délai de prévenance est fixé par l'article 14.7 du RIN. Il est de 3 mois minimum et augmente d'1 mois par année de présence au sein du cabinet à partir de 3 ans, sans dépasser un maximum de 6 mois. Pour notifier la rupture, le RIN n'impose aucun formalisme. C'est plutôt une question de preuve en cas de mésentente en fin de période de préavis. Il sera préférable d'avoir une trace écrite de la notification. Pour l'activité du cabinet et du collaborateur, les relations de travail doivent se poursuivre dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que le collaborateur ne doit pas se désintéresser de tous ses dossiers et le cabinet ne doit pas placardiser le collaborateur. Quels sont les droits du collaborateur ? Pendant le préavis, le collaborateur conserve l'ensemble des droits liés au contrat de collaboration, notamment la mise à disposition des moyens du cabinet. Pendant le délai de prévenance, le collaborateur peut disposer de temps supplémentaires, notamment s'il est en recherche d'une autre collaboration. Et après la fin du délai de prévenance, le collaborateur a droit à une domiciliation dans son ancien cabinet pendant une durée maximum de 3 mois. Pour compléter, le collaborateur peut également demander au cabinet à ce que ses coordonnées professionnelles nouvelles soient communiquées à toute personne qui le demanderait, y compris après la fin de sa collaboration. Alors justement, comment le cabinet et le collaborateur doivent-ils gérer la communication auprès des clients ? C'est vrai que le délai de prévenance peut aller jusqu'à 6 mois, ce qui peut paraître relativement long. Donc pour l'information des tiers et notamment des clients, il est préférable d'avoir une certaine transparence pour ne pas surprendre les clients au dernier moment. Après le départ du collaborateur, le cabinet doit mettre en place une réponse automatique sur la messagerie pour transmettre les nouvelles coordonnées du collaborateur. Il faut toutefois faire attention sur la rédaction du message automatique pour que la présentation reste loyale et qu'il n'y ait pas de désinformation ou un avis négatif sur l'ancien collaborateur qui aurait quitté le cabinet. Sur la fin de relation de travail du collaborateur, la discussion et la bonne entente permettent d'organiser au mieux l'activité du cabinet et du collaborateur, même si certaines situations peuvent être conflictuelles. Et en cas de conflit, quelles sont les voies de recours ? Le premier interlocuteur reste le bâtonnier. Dans certains barreaux, il y a des commissions collaboration qui sont créées, qui sont des émanations d'un des pouvoirs du bâtonnier et qui peuvent être saisies pour un préalable de conciliation. Et le bâtonnier peut également être saisi, à défaut de conciliation, d'une procédure plus longue d'arbitrage. Et il y a également la FNUJA qui a mis en place Assistance Collaboration pour aider tous les collaborateurs de France qui rencontreraient un conflit avec une organisation où il est possible d'avoir un contact avec un confrère qui n'appartient pas à un barreau du ressort de la cour d'appel, qui sera totalement indépendant et qui pourra accompagner le collaborateur, voire le cabinet en cas de difficulté pour essayer de trouver une solution au conflit. Concernant l'association, comment la forme sociale de la société impacte-t-elle les conditions de départ d'un associé ? La forme sociale de la société impacte nécessairement les conditions de départ de l'associé, puisqu'en fonction de la forme de la structure, les droits et les obligations de l'associé ne sont pas nécessairement les mêmes. À titre d'exemple, dans une société capitalistique, type SCP ou société d'exercice libéral, des interrogations concernant la valorisation des titres et les modalités de rachat des parts sociales vont se poser, alors que dans des structures non capitalistiques, type ARPI ou association, il n'y a pas de capital social, donc les problématiques et les interrogations qui vont devoir être réglées au moment du départ de l'associé sont différentes.
Attention en revanche à ne pas confondre ce qu'on entend par retrait et cessation d'exercice. Le retrait est davantage entendu d'un point de vue capitalistique, ce qui n'empêche pas la cessation d'exercice concomitante ou même préalable. Il n'est pas rare de voir malheureusement des contentieux entre associés dans lesquels la situation est tellement délétère que les associés se séparent dans le cadre de leur activité professionnelle, mais pour autant les interrogations concernant le rachat des titres peuvent ne pas nécessairement être réglées, ce qui peut entraîner malheureusement parfois des procédures assez longues. Et pour prendre le dernier exemple de la société civile professionnelle, on la distingue là aussi de la société d'exercice libéral, où dans les sociétés civiles professionnelles, il y a ce qu'on appelle la clause de retrait, c'est-à-dire la possibilité pour un associé d'exiger le rachat de ses parts sociales, alors que dans une société d'exercice libéral, cette exigence n'existe pas, de telle sorte que là encore, les modalités de rachat des parts d'un associé sont nécessairement différentes selon qu'on est en SCP ou en société d'exercice libéral. Les conditions de départ d'un associé doivent-elles être nécessairement prévues dans les statuts ? Ce n'est pas impératif, mais c'est totalement nécessaire. D'un premier point, il apparaît indispensable que les statuts prévoient un minima le délai de préavis dans le cadre duquel l'associé va organiser la cessation de son activité. À défaut de délai de préavis prévu, malheureusement, ça peut entraîner des difficultés d'interprétation des statuts, des désaccords entre associés, et voire même pousser à une certaine forme de déloyauté, puisque des associés vont en profiter pour avoir un délai de préavis extrêmement court, pouvant totalement désorganiser l'activité du cabinet. Donc il est fondamental de prévoir une durée de préavis, et il faut savoir d'ailleurs que le règlement intérieur du barreau de Paris fait référence à un délai de 6 mois. Alors il est vrai que ce règlement intérieur du barreau de Paris ne vaut que pour les avocats membres du barreau de Paris et qu'il n'a pas non plus de valeur normative, mais en tout cas c'est une bonne référence en termes de délai raisonnable. Et un autre point fondamental à prévoir dans les statuts ou dans un acte extra-statutaire, c'est également de penser à organiser les règles relatives à la valorisation des titres, s'il y en a, les droits financiers de l'associé retrayant, notamment les modalités de détermination de la rémunération. Il est également intéressant de penser au sort de la prise en charge des charges sociales professionnelles, puisqu'on sait que ça peut être un budget très important lorsqu'un associé se retire d'une structure et qu'il doit éventuellement les prendre à nouveau à sa charge. Et enfin, il est très important également de s'assurer des objectifs de facturation afin que l'associé retrayant contribue toujours aux charges qu'il génère au sein du cabinet quitté. Donc c'est important d'avoir une organisation précise des règles dans les statuts ou dans un acte extra-statutaire. Du coup, c'est vrai qu'en tant que nouvel associé qui intégrerait une structure, ça peut être intéressant d'avoir un pacte d'associés ou un règlement intérieur qui permet de prévoir justement ces modalités de retrait quand ce n'est pas prévu dans les statuts. Peut-on se partager les clients ? En réalité, le partage de clients ne dépend pas du choix des associés, mais davantage d'un principe fondamental qui est la liberté de choix du client. La jurisprudence est vraiment très importante à ce sujet. Pour autant, il n'est pas rare, évidemment, dans le cadre de l'exercice professionnel et au sein d'un cabinet, d'avoir des associés qui ont une matière de prédilection, qui ne travaillent pas forcément avec les mêmes clients. Donc, dans la majorité des cas, et heureusement, les associés s'entendent sur un partage de la clientèle afin que l'associé retrayant continue à travailler avec les clients, finalement, avec lesquels il a toujours travaillé et qu'il a lui-même apporté au cabinet. Mais ce sujet de partage des clients, il faut savoir que c'est malheureusement souvent un gros sujet de contentieux au moment du retrait d'un associé, notamment lorsque plusieurs associés travaillent pour le même client, de telle sorte que dans ce cas-là, c'est toujours la liberté de choix du client qui prime et qu'il vaut mieux ainsi, au lieu de se confronter à un long contentieux sur ce sujet, permettre au client de librement choisir son conseil et de l'informer de la séparation pour qu'il puisse librement déterminer avec quel avocat il décide de travailler, soit le cabinet quitté, soit le retrayant. Et s'agissant des collaborateurs, quand un client du cabinet décide de partir et de confier ses dossiers au collaborateur qui a quitté le cabinet, le collaborateur doit informer son ancien cabinet pendant un délai de 2 ans pour de nouveaux dossiers qui lui seraient confiés par ce client qui était un client du cabinet. Et qu'en est-il des équipes et du personnel ? Alors là encore, la jurisprudence est très abondante et un associé ne peut, au prétexte de son retrait, désorganiser le cabinet plus que la normale. C'est-à-dire que la jurisprudence admet que le retrait d'un associé puisse désorganiser le cabinet, puisque le cabinet va devoir faire face à une anticipation des charges et de coûts de structure avec du chiffre d'affaires en moins. Mais pour autant, c'est à ça que sert le préavis, pour permettre évidemment au cabinet de faire face au départ. Dans le cadre des équipes, donc des collaborateurs et du personnel, en principe, ils sont attachés à la structure et l'associé ne peut pas
de lui-même débaucher les équipes sans qu'il y ait une concertation avec les associés restants. Après, il faut évidemment déterminer et voir au cas par cas, puisque dans un cas où les collaborateurs et les salariés travaillent avec tous les associés, il y a effectivement un véritable sujet sur les modalités de poursuite du contrat de ces collaborateurs et salariés. Naturellement, notamment les collaborateurs sont libres de pouvoir suivre un associé qui souhaite partir pour pouvoir le suivre dans sa nouvelle structure. En revanche, il faut aussi relativiser ce point-là, puisque dans la grosse majorité des cas, et notamment dans l'hypothèse où les équipes sont affectées, dans ce cas-là, souvent, il y a quand même peu de sujets, c'est-à-dire qu'un associé qui s'en va en général partir avec son équipe, sous couvert de l'accord de ses associés évidemment, et le cabinet est en général preneur du départ de ses collaborateurs et des salariés qui travaillent avec l'associé retrayant, puisque lui-même n'aurait pas les moyens de supporter leurs coûts, et ça apparaît encore plus évident lorsque l'associé retrayant traite une matière juridique qui n'est pas partagée par ses associés, de telle sorte qu'il n'aurait même pas de dossier à déléguer aux collaborateurs de l'associé retrayant. L'associé qui souhaite quitter une structure peut-il arrêter de facturer durant le délai de préavis ? Alors ça, c'est absolument exclu. Il faut avoir à l'esprit que les travaux en cours et la facturation sont constitutifs d'un actif du cabinet, de telle sorte que l'associé qui souhaite quitter la structure ne peut en aucun cas arrêter de facturer, et ce jusqu'à la fin de son délai de préavis. Il ne faut pas que l'associé omette que jusqu'à la fin de son délai de préavis, il va continuer à utiliser les moyens du cabinet, il va continuer à être rémunéré, ses collaborateurs vont continuer à être rémunérés, et tout ça, ça génère des charges auxquelles il est tenu de continuer à contribuer jusqu'à la fin de son préavis. Et malheureusement, il y a également beaucoup de contentieux entre associés sur ces questions de facturation et sur ces questions de déloyauté que la jurisprudence considère comme étant des manœuvres de concurrence déloyale. Et dans ces conditions-là, il y a malheureusement des sanctions financières qui peuvent être allouées. Donc le préavis doit toujours être réalisé de manière loyale et le cabinet quitté doit pouvoir facturer et recouvrer toutes les diligences qui ont été faites par l'associé retrayant et par ses équipes. Et donc l'associé retrayant doit évidemment donner comme instruction à ses équipes de continuer à saisir ces temps correctement et ce de manière loyale. Là encore, quels sont les recours en cas de manœuvre déloyale d'un côté ou de l'autre ? Alors les recours pour un associé en cas de manœuvre déloyale de la part du cabinet quitté ou inversement sont toujours le bâtonnier. La compétence du bâtonnier est d'ordre public et on ne peut pas y déroger. Il y a des procédures d'urgence, notamment au visa de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991. Et il y a également, en cas de grosses difficultés, notamment déontologiques, la possibilité de saisir le bâtonnier d'un point de vue déontologique également. Et enfin, il ne faut pas oublier certaines mesures d'instruction in futurum qu'on peut aller pratiquer, notamment pour conserver la preuve avant tout procès de manœuvre déloyale. Comment préparer son départ quand on décide de quitter la profession ou de partir à la retraite ? Alors, le meilleur moyen de préparer son départ quand on décide de quitter la profession ou de partir à la retraite, c'est l'anticipation. L'anticipation, pourquoi ? Puisque ça va permettre non seulement d'assurer le transfert de la clientèle, s'il y a lieu. Il ne faut pas oublier qu'un avocat reste responsable d'un point de vue de la responsabilité civile professionnelle de ses dossiers jusqu'à la cessation de son exercice. Et donc, la cessation prévisible de son activité doit être anticipée d'un point de vue de la clientèle également. L'avocat peut également s'interroger sur le sort de ses parts sociales ou de ses actions s'il est dans une société capitalistique. Il doit s'interroger sur les modalités de reprise de son activité s'il y a lieu. Autrement dit, est-ce que c'est le moment de proposer à un collaborateur la reprise de la clientèle, ou est-ce que c'est le moment de proposer à ses associés ou à des tiers la reprise de cette même clientèle ? Donc en réalité, l'anticipation reste quand même la clé. Alors il y a toujours des cas de force majeure évidemment, mais l'anticipation reste fondamentale afin de permettre cette bonne transmission. L'objectif étant de ne pas déstabiliser le traitement des dossiers, toujours dans l'intérêt du client. Et concernant cette anticipation, quel est le bon délai ? Il n'y a pas de bon ou mauvais délai, mais plus ce délai est anticipé, mieux c'est. Je dirais qu'un délai minimum de 6 mois apparaît comme important, mais bien au-delà, en fonction de l'importance de la clientèle traitée et en fonction de l'importance des enjeux financiers, il peut être évidemment nécessaire d'anticiper bien en amont. Il n'est pas rare dans le cadre des départs à la retraite au sein de cabinets de voir un associé anticiper son départ 2 à 3 ans en avance, ce qui permet aux autres associés de s'organiser, d'anticiper la communication auprès des clients, la reprise de la clientèle, d'envisager éventuellement le recrutement de collaborateurs pour faire face à la demande complémentaire qui ne serait pas traitée par l'associé retrayant. Et corrélativement, ça permet à l'associé retrayant aussi de cesser son activité de manière progressive,
puisque pour un avocat qui a toujours été très actif dans son activité, le départ à la retraite peut être aussi une petite source d'angoisse. Du jour au lendemain, arrêter de traiter les dossiers, ce n'est pas forcément évident. Et donc cette anticipation, ce délai de plusieurs années peut être nécessaire, mais ça c'est au cas par cas, pour permettre aussi à l'avocat d'appréhender sa nouvelle vie de retraité, ou en tout cas sa nouvelle activité professionnelle, et de cesser progressivement son activité en travaillant de moins en moins, en venant de moins en moins au cabinet, mais au moins ça lui permet de passer le flambeau très tranquillement. Effectivement, quand on parle de départ de la profession, c'est la retraite, mais c'est aussi le changement de carrière. Et dans ce cas-là, il faut penser notamment en judiciaire aux délais de procédure qui peuvent être relativement longs. Et du coup, trouver un confrère qui va prendre la suite, quitte à présenter un confrère au client qui reste libre du choix de l'avocat. Mais l'important, c'est effectivement d'anticiper et ne pas oublier des dossiers, et bien penser à tous les dossiers qu'on peut avoir et toutes les obligations que cela entraîne. Et d'ailleurs, l'ordre demande au moment de l'omission ou de la démission du barreau à ce que le nom d'un confrère suppléant soit communiqué. À défaut, c'est l'ordre qui va lui-même désigner un suppléant. Donc si on a déjà un confrère identifié avec qui on travaille et à qui on souhaite transmettre la reprise de nos dossiers, ça peut être du coup nécessaire d'autant plus d'anticiper le départ et la cessation d'activité pour faire le lien avec ce suppléant. Quelles sont les obligations du retrayant vis-à-vis de la clientèle ? Les obligations de l'avocat vis-à-vis de sa clientèle restent avant tout des obligations en termes de suivi des dossiers. Évidemment, les clients ne sont pas tenus des conséquences de cessation d'activité ou de difficultés dans l'exercice de l'activité de l'avocat. Les clients ne doivent pas subir les modifications de structure, ni les conflits éventuels entre associés, de telle sorte que le client doit toujours rester hors ces difficultés-là ou ces interrogations-là. De telle sorte que l'avocat doit toujours privilégier évidemment le traitement de ses dossiers, veiller au respect des procédures. Dans le cadre d'une cessation d'activité définitive de la profession d'avocat, là encore, anticiper la succession est fondamental pour ne pas déstabiliser le suivi des dossiers. Et l'avocat se doit de donner de la visibilité à son client pour le rassurer et pour permettre le bon traitement des dossiers et, comme le disait justement Achille à l'instant, assurer la reprise notamment des dossiers contentieux. Et vis-à-vis de l'ordre ? Les obligations vis-à-vis de l'ordre lorsqu'un avocat cesse son activité professionnelle sont une information de cette cessation d'exercice. Donc l'avocat doit demander son omission ou sa démission. Et quelles sont les conséquences financières et comment les anticiper ? Alors c'est vrai que les premières conséquences financières auxquelles on va penser, ça va être éventuellement une baisse de revenus. Chacun fait en fonction de ses charges personnelles qu'il peut avoir. Mais surtout, les conséquences financières, ça va être vis-à-vis des cotisations sociales et fiscales, de bien être à jour de ses paiements auprès de l'URSSAF, auprès des services fiscaux, que ce soit la CFE, l'impôt sur les sociétés, la TVA surtout, mais également de la CNBF. C'est parfois un élément qui passe à côté et c'est des cotisations pour la retraite et la CNBF peut s'en rendre compte après plusieurs mois ou voire plusieurs années au moment de la retraite. Donc ce serait dommage d'oublier ça au moment de quitter la profession. Et pour ce faire, le mieux c'est toujours de provisionner sur les charges qu'on sait devoir payer. Et un dernier point auquel je pensais, c'était de rembourser les éventuelles provisions qui ont pu être demandées à des clients pour des prestations qui n'auraient pas encore été réalisées. Ça peut exister, il faut y penser. Une dernière conséquence financière, c'est la conséquence éventuelle de la plus-value, notamment lorsqu'un associé de société vend ses actions ou ses parts sociales, il peut avoir une plus-value et donc dans ce cas-là, cette plus-value est en principe taxée à 30%. Il existe des régimes d'exonération ou des régimes d'abattement, donc c'est très important pour lui de pouvoir également l'anticiper pour mesurer la conséquence financière éventuelle. Il n'y a donc plus qu'à souhaiter que chaque avocat puisse clôturer ses relations professionnelles avec respect et anticipation, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles opportunités enrichissantes. Merci Marie et Achille pour vos explications et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.